C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech partiellement en direct de la Silicon Valley en Californie. Je dis Silicon Valley parce que je ne suis pas vraiment à San Francisco, je suis à San Jose, qui est comme le Boucherville de San Francisco. Mais ça rend ça glamour un peu, là, quand même. Non, San Jose, quand c'est même pas en beau, Californie, c'est vraiment Alain, pas beau. là. Mais on est à 10 minutes de Cupertino, qui est là où se trouve le siège social d'Apple, le fameux Apple Park, parce qu'on est ici pour assister à la conférence des développeurs internationale d'Apple, WWDC, que les habitués appellent Dub. Pour WW, mais en plus vite et en anglais. Alain McKenna, donc ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain McKenna. Est-ce qu'on commence par saluer et remercier nos partenaires Saluons et pour remercions. 2023? TELUS, Plan Hub, CyberGhost, le VPN. Et si vous aimez le café, Alain, tu aimes le café, je le sais, vous allez aimer la Jura E8 entièrement automatique. Cessez de payer pour des cafés coûteux dans des cafés, alors que vous pouvez transformer du café en grains ou moulu en boisson de votre choix, avec du lait ou non, à la pression d'un seul bouton. Le nettoyage est super simple. Vous avez un bel écran qui vous permet de choisir facilement la boisson que vous voulez avec la proportion précise à votre goût de lait, d'eau et de café. Je le répète, le nettoyage est facile, même pour le dispositif pour mousser le lait. Et encore une fois, un seul bouton, votre café. Il n'y a pas 3 étapes à faire. Visitez la salle de montre Edica sur Saint-Laurent pour avoir pour visualiser et essayer toutes les machines de la gamme Jura et faites-vous plaisir. Alain, Toujours un peu dans la chaîne de café, WWDC, qu'est-ce qui a retenu ton attention? Écoute, ça fait quand même plusieurs années que j'assiste à cet événement-là à travers la job, évidemment. Et ça a beaucoup changé. La couverture de l'événement a beaucoup changé. Avant, on se mêlait aux développeurs, les journalistes, et on pouvait jaser avec les développeurs, on pouvait aller au gala, ensuite on pouvait aller dans les conférences, les ateliers. Maintenant, c'est beaucoup plus contrôlé. Ils nous dirigent vraiment vers ce qu'ils veulent qu'on sache, vers les petites rencontres qui sont fort instructives, évidemment, parce qu'on finit par avoir de l'information relativement privilégiée, mais cela dit, je m'ennuie un peu de croiser les développeurs, surtout parce qu'il y a beaucoup de développeurs qui viennent de Montréal, du Québec, du Canada, avec qui on peut jaser, puis il y a une certaine familiarité, parce que c'est des gens de chez nous, d'une certaine façon. Mais là, c'était plus difficile. C'est de plus en plus difficile, puis c'est un peu dommage, c'est ce qui se perd à la conférence, parce qu'autrement, il y avait des beaux gadgets, évidemment, des belles technologies, des beaux logiciels, puis dans ce cas-ci, il y avait le fameux casque de réalité mixte, le Vision Pro, dont on va beaucoup parler dans les prochains mois, Oui. qui a été en partie développé à Montréal, ou en tout cas par un Sherbrookeois, un Québécois, en tout cas, Bertrand Neveu, qui était à l'Université de Sherbrooke. Pour l'anecdote, Pascal, en 2014, quand il a lancé sa compagnie Virvana avec son premier casque, le Totem, qui est un prototype de casque qui est l'arrière-arrière-arrière-grand-père du Vision Pro, il est venu me le présenter. J'étais à l'époque au Journal de Montréal, donc il est venu dans la salle, dans le salon, dans la pièce, en tout cas, où j'étais, qui n'était pas très belle, me présenter la chose. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est vraiment lui le big shot. il a vendu son entreprise en 2016, je pense, à Apple pour, mettons, 30 millions de dollars. Et depuis ce temps-là, il a aidé à développer ce casque, qui est vraiment un produit dans une autre catégorie, là, définitivement. As-tu eu l'occasion de lui serrer la main? On s'est parlé là-bas, il n'est pas ici. Il est au Québec, donc on s'écrit, mais je vais certainement... Chanceux, j'ai pu essayer le casque avant lui, en plus. Oh! Wow! C'est flyé, ça, que le développeur, le créateur ou celui qui a collaboré n'ait pas une possibilité il aurait pu venir, mais je pense qu'il lui-même ne travaille plus pour Apple, donc il n'est plus impliqué dans l'affaire. Mais pour le reste, évidemment, c'était sa discrétion, nécessairement. On va passer aux actualités parce qu'en fait, on va faire une émission assez spéciale, WWDC. On va diviser ça en 3. On va parler des logiciels, du matériel. Il y a eu beaucoup de matériel. Et après, je vais raconter mon essai du casque Vision Pro. Le premier segment donc d'actualité est présenté par, je vais tout de suite vous faire la plug, InfoBref. Vous voulez savoir chaque matin ce qu'il y a d'important de l'actualité? Abonnez-vous à l'infolette matinale InfoBref. Chaque jour, l'essentiel des nouvelles du Québec et dans le monde, dans votre boîte de courriel. C'est assez efficace. C'est 10 petits points, pif-paf, et vous savez en gros ce qui s'est passé. Vous ne manquez rien. Il n'y a pas de rumeur sur qui va repêcher qui à la Ligue nationale de hockey parce qu'ils ne font pas dans le sport spectacle. Mais tout le reste est là. Allez voir ça, infobref.com.
C'était donc la présentation lundi midi, en tout cas à peu près à l'après-midi, de tout ce qui avait à être présenté. Je vais te dire un truc, avant qu'on parle des logiciels, et je vais te laisser parler parce que j'ai été occupé à écrire puis tout le kit, j'ai pas tout vu bien comme Oui. il faut. Mais Tim Cook, qui est le PDG d'Apple, est arrivé sur scène 5 minutes plus tôt que prévu. Hein. Il avait vraiment hâte de venir jaser parce que, tu sais, il y a un petit élément. Les conférences de presse, généralement, c'est assez ennuyeux. Toutes les compagnies font la même chose. On s'assoit, on attend éventuellement le grand boss embarque sur scène, placote, s'en va, ensuite il y a d'autres choses. WWDC a toujours eu cette volonté de rendre ça un peu plus jovial parce qu'on s'adresse à des gens qui font la promotion d'Apple, en plus en dehors d'Apple. Donc, c'est comme des gens qui tiennent à Apple beaucoup. Donc, on essaie de rendre ça plus amical, plus informel. Et clairement, ça paraissait qu'il y avait cette volonté-là. En arrivant plus tôt sur scène, avant les nombreuses vidéos préenregistrées qu'on a vues pour présenter les produits, ça a mis le ton de façon assez amusante. Et après ça, on a présenté les produits. Donc, tu as regardé un film, tu étais sur place, tu étais assis à l'extérieur, je comprends bien. Tu regardais comme dans un ciné-parc la projection de la conférence, mais Tim Cook, sans personne, est venu te dire bonjour. Là. Ben, il y a une scène. De temps en temps, il y avait des gens qui venaient jaser, mais la plupart du temps, c'est des vidéos. Quand on regardait en ligne, là, les vidéos où ils présentent les produits puis qui sont ailleurs, avec eux-mêmes dans un autre, dans le Steve Jobs Theater, qui s'appelle l'espèce de bâtiment rond, avec leur propre écran, puis les présentent, par exemple, macOS ou autre, peu importe. Ben oui, ça, c'est préenregistré dans le plupart du temps. C'est vraiment un restant de pandémie parce que ça se faisait pas avant ça. Puis là, c'est nouveau et c'est resté. Vous savez que ça évite, comme c'est préenregistré, ça évite les boulettes en direct, qui est un truc que bien des entreprises n'aiment pas. Mais ça enlève évidemment de ce contact. Le côté naturel. Moi, je trouvais que c'était très, très formaté. Aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de vraiment excitant à propos d'Apple. Je trouvais que ça sonnait avec ce rythme-là versus quelqu'un qui est devant une scène qui va être un peu plus « Hey, on va vous parler de quelque chose à propos d'Apple, plus naturel, spontané. » Je trouvais qu'il y avait un peu ça dans leur... Ben, on la joue un peu cinématique, alors que, tu sais, à l'époque, il y a des années, quand c'était sur scène à San Francisco, Moscone Center, c'était sur une scène, tout était noir. Il y avait la table, le laptop, et là, je vais vous faire une démonstration. Puis là, il allait s'asseoir, puis là, des fois, ça marchait pas, puis c'était comme la grosse affaire. Ça n'existe plus. Ah, qu'est-ce qui... moi, j'ai remarqué, j'ai pris des notes en écoutant la présentation. Où on a commencé évidemment par la partie logicielle avant de dévoiler le casque Vision Pro que tout le monde attendait. Moi, la première note que j'ai prise, c'est sur le gaming mode de son ordinateur où on va augmenter la fréquence de captation du Bluetooth pour que les contrôleurs soient plus rapides. Et j'ai trouvé que je savais même pas qu'on pouvait faire ça, avoir des capteurs, augmenter la fréquence de captation, de capter les données du capteur Bluetooth pour que ça réagisse plus rapidement. Les interactions plus rapides avec le Bluetooth, je ne savais pas que c'était possible. Ils l'ont fait avec un gaming mode qui va apparaître dans les versions mises à jour de son ordinateur. On a parlé aussi, avec l'accent sur le gaming, on sait que Mac, c'est un gros marché, le gaming, et on veut s'assurer, je pense, depuis quelques présentations, de mettre de l'avant le fait que les Mac maintenant sont assez puissants pour faire du gaming. On va avoir une version de Death Stranding Director Cut. Je ne suis pas gamer pour 2 sous, mais ça semblait être une grosse affaire avec le développeur japonais qui expliquait qu'on allait avoir pour le Mac cette version-là. Donc, on met un peu l'accent sur le gaming. Je ne sais pas s'ils vont pousser ça dans les prochaines versions. C'est pour Mac, c'est macOS Sonoma que le nouveau logiciel va s'appeler, effectivement. Voilà, moi, je ne voyage plus comme avant. Avant, chaque fois, c'était très exotique de nommer une partie de la Californie comme système. C'est le prochain. C'est le prochain. Avant, il y avait les animaux. Maintenant, on est rendu dans les régions. Il y avait, tu sais, sur macOS, comme sur Windows, tu as le mode sombre et le mode clair. Le gag avec macOS Sonoma, c'est que tu as le mode blanc puis le mode rouge, comme la région des vins. Fait qu'on va voir il peut y avoir des clins d'œil, mais je serais surpris que ça s'effectue. Il y a macOS, iPadOS et watchOS, en fait, les 3 logiciels pour la montre, la tablette et l'ordinateur chez Apple. Je pense que la principale nouveauté, c'est l'introduction de widgets. Est-ce qu'on a francisé le mot widget? Je ne suis pas sûr qu'on a trouvé l'équivalent français de ce que c'est un widget, le mot efficace pour dire ça. Bidule, une patente, un widget. Le cossin. Le cossin, l'affaire qui apparaît sur ton écran. Ouais, on a vraiment revu, c'était pas des...
peut-être WatchOS 10 est plus transformationnel que les deux autres, là, mais en gros, on a vraiment introduit des bulles, en fait, dynamiques d'informations qui apparaissent alors qu'on est dans l'environnement général de l'appareil, donc dans les trois cas. Pour iPadOS, ça fait vous savez, iPad a toujours été un peu statique comme présentation à l'accueil. C'était juste une liste d'icônes, une litanie d'icônes. Là, il y a un an ou deux, on a introduit les petits widgets qui sont très, très, très statiques, mais qui donnent de l'information. Et là, ce qu'on veut, c'est introduire de l'interaction dans ces widgets-là, qui peuvent être un peu plus gros, mais qui donnent de l'interaction en temps réel et qui permettent d'aller chercher de l'information plus profondément dans les applications qu'on utilise souvent. Et je pense que c'est une belle évolution. Sur WatchOS, sur la montre, ce que j'essaie de faire dire aux responsables par la suite, c'est que tu sais, quand on a lancé l'Apple Watch, initialement, on la jouait, ceci est une montre de luxe, tu sais, avec des cadrans style vieille montre, tout le kit. Et de plus en plus, on se dirige vers un appareil qui est plus comme un ordinateur de bras, un ordinateur de poignet, qu'une montre numérique, en fait. Et ça paraît parce que là, on a revu l'interface pour oublier cette filiation au marché de la montre. Et on pousse plus vers un écran informatique qu'on porte au poignet, qui est plus petit nécessairement, mais qui quand même doit livrer beaucoup d'informations pour les gens qui s'en servent beaucoup. Et je pense que ça aussi, c'est un certain progrès. Ça indique que les montres d'Apple risquent d'être encore relativement grosses comparées à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des cadrans de plus en plus larges encore dans les prochaines itérations. Il y a une nouvelle watch qui s'en vient cet automne, probablement. On verra ça nous mène où tout ça. Mais ça ressemble beaucoup à ce que je pense qu'on a appris de la Watch Ultra, celle qui a été lancée l'année dernière, là, qui était la plus grosse des montres avec un cadran de 48 mm. Donc, je pense que de plus en plus, on s'en va vers ça chez Apple de ce côté-là. Je ne sais pas si tu as vu ce qui est annoncé. Dans tout ça, là, pour moi, ce que j'ai retenu, ce qui était le plus, c'est normal, là, ce qui était le plus important, c'est tout ce qui était apporté à iOS, donc le logiciel du iPhone, qui va avoir droit à la version 17 cette année, iOS 17, qui est un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose, hein, mais qui apporte quand même quelques nouveautés. Je pense que jour 1, les gens qui ont un iPhone et qui vont installer iOS 17, tout de suite vont pouvoir faire des choses qu'ils ne faisaient peut-être pas avant. Je pense, moi, il y a deux choses qui me viennent en tête. En fait, il y a trois choses. La première, c'est un commentaire éditorial, c'est que tout ce qu'Apple fait comme petite nouveauté sur ses appareils maintenant a un nom. Nous appelons ça Standby Mode. Oui. Nous appelons ça name drop. Nous appelons ça. Puis t'es comme, man, peux-tu juste dire c'est quoi? Tu sais, c'est comme, il y a un petit. Ça m'a irrité, là, cette année, c'était comme super apparent. C'est genre, tout a un nom. Trop de marketing, c'est comme pas assez, c'est ce que je dis. C'est du branding. C'est qu'après ça, t'as plus du clavardage, t'as du iChat. Ça devient spécial, ça devient distinctif. Puis si t'as pas d'iPhone, tu peux pas faire du iChat. Donc, si t'as pas du name drop, le fait de pouvoir taper ton téléphone, approcher le téléphone de celui de quelqu'un d'autre, évidemment pas ton téléphone en général, un iPhone à un autre iPhone, tu vas pouvoir échanger tes coordonnées, les coordonnées de ton choix. Je trouvais ça super joli comme option. Encore une fois, ça serait encore plus intéressant si c'était fermé chez Apple, un standard, c'est ça. C'est une des deux. C'est une des nouveautés qui, je pense, vont être le plus fun avec iPhone Name Drop. Là, ça utilise AirDrop, la fonction d'échange sans fil entre appareils à Apple, pour échanger. J'ai hâte de voir parce que je n'ai pas essayé si c'est la fameuse V-Card, sa carte de contact dans le carnet d'adresse du iPhone, ou si c'est vraiment quelque chose qu'on peut construire à côté. On va pouvoir aussi créer dans sa fiche de propriétaire d'un iPhone c'est pas une carte de visite, mais c'est vraiment une grosse photo avec son nom, tout ça qui va apparaître à l'écran des gens qu'on va appeler à l'avenir. Ce sera plus juste générique, le nom, écran noir, quelques boutons, répondre, accroche. Ça va vraiment être une présentation plus dynamique ou plus jolie ou plus personnalisée de ce qu'on veut avoir l'air de quand on appelle quelqu'un. Donc ça, c'est quand même une touche intéressante. C'est drôle parce qu'il y a 3 semaines, quand on était chez Google I.O., on a beaucoup parlé aussi de la personnalisation de son téléphone dans ce sens-là, mais plutôt que d'offrir la personnalisation de sa fiche contact. Chez Google, on a personnalisé l'écran verrouillé et l'écran d'accueil. Donc, c'est un peu l'approche différente. C'est-à-dire que là, chez Apple, on personnalise comment on se présente aux autres, alors que chez Google, on personnalisait comment les choses se présentent à nous. Je trouvais ça intéressant comme nuance entre les deux, parce que ultimement, les deux se ressemblent beaucoup sur c'est quoi exactement mécaniquement la chose qu'on peut faire, mais l'application est différente. Donc, Apple veut qu'on puisse se présenter d'une façon personnalisée. Chez Google, on disait, voici comment votre téléphone peut être personnalisé pour vous. C'est intéressant.
Ouais. Ils ont présenté le Standby Mode avec le Oui, iPhone. Ça, c'est quelque chose qui va faire un peu mal à tout ce qui est assistant personnel avec un écran de Google, entre autres. Si on pose son téléphone sur le côté, qu'on le met en mode veille, on va pouvoir afficher l'information qu'on veut. Donc, ça va se transformer finalement en mini Google Home. On n'aura pas besoin d'acheter un HomePod avec écran. Il y a beaucoup de gens qui faisaient Hey, un HomePod avec un écran, ce serait-tu fantastique? Ben non, tu as le oui. Standby Mode. Tu peux afficher ce que tu veux sur ton téléphone posé sur le côté. Ça Plus prend, besoin de ça réveil. prend un socle que Apple ne vendra pas, donc il va falloir trouver un socle d'une autre marque. Faut le mettre, essentiellement, il faut mettre son téléphone de côté et debout. Ça ne faut pas qu'il soit juste à plat sur une C'est ça. table. Peut prendre la forme d'un cadran avec des tâches, avec un cadran avec un calendrier, cadre photo dynamique. Il y a différentes façons, là, des différentes façons de le personnaliser. Ça a été bien pensé parce que c'est une évolution de ce qui se faisait sur l'Apple Watch, hein. Quand on la dépose de côté sur la charge, elle donne l'heure. Évidemment, c'est un petit écran qui est très limité en termes d'affichage, mais là, on a vraiment éclaté le concept. Puis tu as raison, tu le dis, ça vient un peu faucher l'herbe sous le pied de tous les vendeurs d'accessoires aussi qui offraient des espèces de réveil matin connectés ou que tu connectais ton Voilà. téléphone dessus. Là, on risque de voir des socles avec haut-parleur où tu le déposes de côté avec une connexion sans fil derrière pour recharger le téléphone et pourrait inclure aussi des haut-parleurs de meilleure qualité que juste pour avoir cette fonction musicale en bonus, effectivement. Le C'est vrai Standby comme Mode, ça. qui était l'autre grosse, à mon avis, l'autre grosse affaire par rapport au iPhone dans ce qui a été présenté. Là. Point de vue grand public, parce que point de vue développeur, évidemment, il y avait plein d'autres affaires qui ont été présentées qui étaient peut-être plus nichées, définitivement. Il y a aussi FaceTime qui apparaît sur Apple TV. Oui. Donc, on va pouvoir faire des appels FaceTime. Encore une fois, pas un standard. FaceTime devait être un standard pour communiquer, mais non, on ne pourra pas. Il va falloir avoir un Apple TV pour voir des appareils FaceTime dans son téléviseur. C'est quelque chose Mm-hmm. qui est chouette. Je pense que ça va être ceux qui utilisent beaucoup FaceTime vont pouvoir se réunir dans le salon et voir toute la petite famille. Ben, c'est Encore une une fois, j'ai façon pas. originale d'ajouter l'Apple TV à l'écosystème. On va pouvoir utiliser FaceTime sur Apple TV avec la caméra d'un iPhone ou d'un iPad avec Mhm. la fonction, je pense qu'il y a peut-être continuité, là, c'est la fonction Oui, où continuité. la caméra du iPhone devient une caméra web essentiellement. Donc, et comme ça se fait sans fil, pas besoin de le brancher dans son Apple TV par USB. Donc, pas de support non plus pour une caméra web externe autre qu'un produit Apple. Donc, il y a un plus et un moins, mais ça rend la chose très simple. On met probablement, et comme continuité se fait sans fil, on met notre iPhone n'importe où et on peut avoir quand même la vidéo sur grand écran. Donc, ça va être. Je pense que c'est naturel, c'est la prochaine étape. Là. Puis c'est certain qu'il va y avoir une version business de ça où les gens vont pouvoir avoir une conférence dans une salle de conférence avec leur Gugus Apple. Ça vient un peu damer le pion à Teams. Pas damer le pion, mais ça vient gratter un peu ce marché-là que Teams chez Microsoft semblait avoir en Oui. quasi-monopole parce qu'il n'y avait pas, il y a pas beaucoup d'équivalents ailleurs. Là, il existe des applications comme Zoom, Webex et tout, mais Microsoft a vraiment poussé fort dans le marché des affaires. Oui. Peut-être qu'Apple voit un potentiel là aussi. Oui, mais encore une fois, il faudrait qu'ils se concentrent leur application pour le marché du travail et ça demanderait à tout le monde d'avoir un iPhone dans l'entreprise versus les Exact. solutions de Microsoft ou Zoom et compagnie qui sont beaucoup plus flexibles. On peut avoir la webcam de son choix, le téléphone de son choix. Je pense qu'il y a encore un petit travail à faire pour qu'Apple Ah, démocratise ça, ça. Il faudrait qu'ils mais ouvrent, évidemment. on sait que les acheteurs, les utilisateurs, en tout cas au Canada et aux États-Unis, beaucoup de gens veulent un iPhone en entreprise et ne le reçoivent Oui, pas et là sont fâchés. Fait que là, ça va forcer les gens des TI en entreprise à dire bon, OK, on va vous donner un iPhone. mais Moi, voilà. c'est mon pari. L'autre note que j'ai pris, je ne sais pas si tu écris un journal intime, Oui, Alain, je ça, c'est sais, super important parce que c'est beaucoup de gens ont remarqué ça. C'est vraiment l'équivalent numérique d'un journal intime. Là. oui, tout à fait. C'est Day One, Journal, excuse-moi, j'allais dire Day One, parce que c'est l'application qui se fait sherlocker. On sait qu'il y avait un moteur de recherche qui s'appelait Watson, qui s'est fait complètement bouffer par Sherlock qu'Apple a créé mystérieusement avec les mêmes fonctions. Dans ce cas-ci, l'application Journal ressemble beaucoup à l'application de journal intime dans son téléphone qui s'appelle Day One, qui permet de prendre des photos, des images, prendre des notes, sa santé, ses exercices et tout ça, puis d'avoir ça de façon sécuritaire dans son iPhone, évidemment. On met ça dans de l'avant. Encore une fois, c'est super chouette comme option. Pauvre Day One, leurs actions vont devoir offrir des fonctions différentes et tout. Encore une fois, on garde l'écosystème. C'est pas une application qu'on va pouvoir facilement passer à un autre. Si tu as écrit ton journal pendant 10 ans dans Journal puis tu changes de plateforme, Ouais. tu risques de pas Ça de s'exporte moins sur un apprécier, PDF. disons. Ouais. Il va falloir essayer pour voir c'est quoi l'option une fois qu'on veut sortir du journal d'Apple, effectivement.
Ici, et côté AirPods, j'avoue que j'ai décroché un peu de la conférence. Tu disais qu'il y avait des nouveautés du côté des AirPods. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Oui, ben, ça va compléter un peu notre tournée logicielle. Il y a eu des Mhm. présentations. On n'a pas présenté de nouveaux AirPods, mais on a présenté des nouvelles fonctions de gestion du bruit environnant, surtout, là. Oui, On va avoir adaptative. Voilà. en français, on pourrait dire une insonorisation adaptative. C'est-à-dire Ouais, que ouais. les Voilà. AirPods qui ont l'annulation, les AirPods Pro, les AirPods Max, une annulation active du bruit ambiant vont faire la différence entre du bruit ambiant, du grabuge, des bruits embêtants et des choses pertinentes. C'est-à-dire que si quelqu'un vous parle, sa voix devrait passer à travers. Alors que si c'est, mettons, l'exemple que tu avais en vidéo, si tu avais une fanfare qui apparaît alors que tu es au téléphone, ce bruit-là va être coupé. Donc, il y a vraiment une nouvelle fonction. Sony, sur ses écouteurs les plus récents, offrait une forme d'insonorisation adaptative comme ça. Donc, on a vraiment repris ce que Sony fait. On l'a mis sur les AirPods. Donc, ça apporte une certaine une capacité. C'est le fun de voir. Ça, tu vois, c'est un bel effet de concurrence. Sony apporte quelque chose, Apple l'ajoute et ça devient une nouvelle version de ce qui n'était pas possible avant. On n'avait pas ça sur les écouteurs avant, des Oui. insonorisations actives, un peu plus intelligentes pour justement ne pas rater les bruits importants, mais couper ceux qui sont pas nécessaires. Donc, ça, c'est une belle, je pense, que c'est une belle amélioration. Et évidemment, il va falloir suivre le reste. Peut-être qu'il va y avoir des nouveaux AirPods qui vont être dévoilés cet automne. C'est pas impossible. Là, on a vu l'amélioration au niveau des logiciels. C'est quand même assez intéressant. Est-ce que ça fait le tour? Ça fait le tour, non? Ouais, je crois. Écoute, s'il y a des gens, n'hésitez pas à nous écrire s'il y a des grosses caractéristiques qu'on a oubliées. On va en reparler sûrement au cours des prochaines semaines, des prochains mois, quand ça va être dévoilé plus officiellement. On va Quand avoir l'occasion. euh, Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a du matériel qui a été dévoilé, des nouveaux Mac, MacBook oui, Pro, MacBook Air, Mac Studio. On va en parler tout de suite après. On prend une petite pause. Moi, il faut que j'aille prendre ma gorgée de café, n'est-ce pas? Et on revient avec ces nouveautés-là, ici, à Une Tasse de Tech. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et re-bienvenue à Une Tasse de Tech, édition Dub, comme on dit ici dans la Silicon Valley. J'ai écrit une couple de textes pour le devoir sur ce que je suis venu faire ici, parce que c'est un peu pour ça que je suis ici, en fait. Dont celui sur la Vision Pro, où je parle de cette dystopie dans laquelle nous vivons, alors qu'entre San Jose et Cupertino, évidemment, on traverse beaucoup d'autoroutes et de régions, de rues de banlieue, tout ça, et il y a beaucoup de sans-abri ici. C'est vraiment pas le fun. Et je suis ici alors qu'à Montréal, au Québec, les forêts brûlent. Et là, ce qu'on nous présente, c'est un casque qui nous permet de s'évader, de vraiment aller plus loin encore dans un autre univers. C'est assez, ça fait une drôle de cassure. Il y a un truc que j'essayais de faire cette semaine, c'est accéder à mon serveur personnel à la maison. J'avais beaucoup de misère parce que Oh. les Wi-Fi d'hôtel et les Wi-Fi publics ici, ils font dur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se protège, les amis. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une façon simple et efficace, et j'en ai déjà parlé, hein, comme il y a des gens, j'utilise un VPN. Et vous savez qu'un partenaire d'une tasse de tech, c'est le VPN de CyberGhost, qui est un service international, un des plus importants services VPN au monde. Peut-être aussi des plus fiables, qui offre un accès anonyme et efficace à ces centaines de serveurs dans probablement une centaine de pays aussi dans le monde. Donc, ça permet vraiment d'anonymiser, mais aussi de régionaliser son adresse IP, ce qui est pratique quand on est sur Internet, c'est-à-dire quand on est à l'extérieur de la maison et qu'on veut aller par Internet vers des choses qui sont soit chez nous ou qui sont des services qui sont régionalisés et qu'on veut nécessairement utiliser dans la région où on a normalement l'habitude de les utiliser. Je pense à des services comme Netflix, où là, si je veux aller, ou même Amazon, si je veux aller chercher la série, il y a une couple de séries que je regarde qui ne sont pas accessibles à l'extérieur du Canada pour une raison ou pour une autre, ben, ça prend un VPN pour y aller. Ce qui est un peu absurde parce que je paye autant par mois pour le regarder que si j'étais ailleurs. Mais quand je suis à l'extérieur de la maison, là où j'ai du temps pour regarder Netflix, j'y ai pas accès. Donc, un VPN permet de contourner ce géoblocage-là de façon tout à fait efficace et légitime. Et CyberGhost en est un des bons. Pour vous dire, donner une idée à quel point CyberGhost est connu, c'est 38 millions de personnes dans le monde qui l'utilisent. Et si vous voulez aussi l'utiliser, c'est intéressant parce que nous, on a une offre grâce aux gens de CyberGhost où on offre 1 an d'abonnement à 83 de rabais. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est même pas 2 par mois. C'est vraiment pas très cher. Ça fait une méchante différence, sérieusement, pour les gens qui naviguent et qui veulent avoir une navigation plus privée, d'utiliser un tel service. C'est multiplateforme. Il l'a sur téléphone, sur ordinateur, je pense qu'on peut même l'avoir sur certaines télés connectées. Sans se casser la tête. Donc, allez-y, si vous voulez profiter du rabais, là, l'adresse, c'est cyberghostvpn.com/une tasse de tech. Allez visiter, allez cliquer. On mettra le lien aussi dans la description de la vidéo et de la balado sur les plateformes où on se trouve.
profitez-en, ça vaut la peine. C'est un bon deal, en fait. C'est pas cher. Puis c'est un outil VPN qui est de plus en plus nécessaire sur les internets, comme on dit en bon français. Et voilà. Il y a eu pas mal de matériel aussi qui a été présenté durant la première journée de WWDC ici à Cupertino. Et il y a un peu de la machine nourrit la machine dans ce qui a été présenté, parce qu'on a présenté des appareils qui servent à produire du contenu de très haute gamme qui va être probablement utilisé pour créer des applications, des jeux pour les produits Apple, pour les environnements d'Apple. Donc, nécessairement, pour ces gens-là, ça prend évidemment des appareils conséquents. Et ce qu'on a présenté, entre autres, c'est les nouveaux appareils Mac Studio et Mac Pro, qui sont des appareils extrêmement haut de gamme. Le Mac Pro commence à 8 000 canadiens. Oui. Je pense que c'est 7 000 américains, un petit peu plus que 8 000 canadiens. Je ne sais plus le prix en Écoute, moi, canadien. j'ai 9 000 Canadiens dans mes notes. 9 000, bon, voilà. Il est 7 Ouch. 000 US. Donc, c'est vraiment un appareil qui coûte extrêmement cher. Mais avant tout ça, on a présenté un MacBook Air 15 pouces qui, lui, coûte 1500 ou 1600 américains. J'ai le prix canadien quelque part dans mes notes, mais je l'ai pas. 1749 Canadiens, Alain. Merci, Pascal. Disponible le C'est bien, 13 je pense que ça a deux Non, sides, non, mais beaucoup. c'est pour ça que j'étais à Montréal. Moi, j'étais relax à Montréal. J'étais pas dans la feu de l'action en Californie. J'ai pris des notes sur les prix canadiens. Le MacBook Air 15 pouces, quelque chose qui est attendu aussi. Le 13 pouces, c'est bien. Moi, j'adore ça. Format compact, léger, facile pour voyager. Mais ceux qui veulent avoir un peu plus de surface d'écran, 2 pouces de plus, ça fait toute une différence. Ouais. Processeur évidemment costaud, c'est le MacBook Air le plus mince, le plus fantastique MacBook de 15 pouces qui a jamais été fait par Apple. C'est tout le temps ça. Le MacBook Air, juste pour le dire, évidemment, il faut jouer un peu sur les mots, mais c'est le portable le plus vendu dans le monde. Oui. Parce que c'est une configuration, donc c'est assez simple. Là, il y a une version qui est plus grande. Ils n'ont jamais fait un 15 pouces chez MacBook Air avant. On dit que le MacBook Air n'existe pas depuis 40 ans non plus. Là, avant, c'était le MacBook, puis après, c'est le PowerBook. Donc, encore là, on joue un peu. Mais par rapport à la taille de l'écran, c'est un écran 15 pouces, tu le dis bien. Quand on voit l'appareil à côté d'un 13 pouces, il n'est pas nécessairement beaucoup plus grand en termes physiques. Parce qu'on joue sur la diagonale, donc ça ne veut pas dire qu'il est 2 pouces par 2 pouces plus large, évidemment. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je m'attendais à une bébelle un peu trop grosse. Et finalement, on a gardé évidemment la minceur naturellement d'un MacBook Air, mais là, on a juste ajouté un petit peu d'espace latéralement. Et je ne suis pas un fan des ordinateurs 15 pouces, encore moins les 17 pouces. Là. Il y a bien des gens qui veulent les gros portables. Oui, puis je me dis, c'est plus un portable à ce moment-là, à moins un portable que tu laisses chez toi tout le temps. Et là, on a trouvé un bel équilibre. C'est presque trop gros, je veux dire comme ça, à mon avis. Là. Le MacBook Air 13 pouces, là, si j'avais à dire le Mac qu'il faut acheter, c'est celui-là avec un Mac mini, mais là, c'est une autre conversation. Mais dans les portables, c'est pour 98% des gens qui veulent un Mac, le MacBook Air qui est 13 pouces. Ceux qui veulent en faire un petit peu plus gros, eux, d'aller vers le MacBook Pro, qui coûte quand même pas mal plus cher. Le MacBook Air est intéressant en version 15 pouces. Il vient avec un processeur M2, qui est la nouvelle génération des puces d'Apple, qui est quelque chose comme 20 à 30% plus puissante. Comme il est plus gros, le MacBook Air 15 pouces, ben, on a rajouté de la batterie. Ça, c'est la grosse affaire. Ça permet donc d'avoir 18 heures d'autonomie. Je vais dire ceci, je ne sais pas pourquoi ça a pris 20 ans qu'on arrive à ce stade-là, mais enfin, les portables, on peut les utiliser sans les brancher toute la journée et pas avoir le stress quand, vers 3 heures de l'après-midi, là, on soit au bout de la batterie puis que ce soit comme impossible de l'utiliser rendu là. Donc ça, je trouve que c'est un gros progrès. Et là, on a encore un petit peu plus d'autonomie avec le MacBook Air. Notez que les MacBooks, comme ils ont des puces M2 et qui sont gérés, logiciel matériel, tout ça à l'interne par Apple, développé par Apple, ils ont créé des portables qui fonctionnent à 100%, peu importe que ce soit branché ou pas. On ne tombe pas automatiquement en mode économie d'énergie qui fait qu'on a juste comme 1/3 de laptop ou 2/3 de laptop parce que les puces sont ralenties, les processeurs sont ralentis, tout ça. On a vraiment la même machine. Et ça, c'est vraiment une grosse différence parce que peu importe qu'on soit branché ou pas, par exemple, ici, je peux faire une balado, je peux ensuite l'encoder, la monter, la mettre sur iMovie, la balancer sur YouTube et je ne perds pas de puissance ni de temps. Évidemment, ça demande du jus de batterie, mais ça prend des pourcentages minimaux de faire ça. Évidemment, nous ne sommes pas une grande production vidéo, mais ça permet quand même d'avoir une bonne idée de ce qu'on peut faire avec. Il y a un truc que j'ai trouvé, j'étais un petit peu déçu, mais on m'a sorti une réplique que j'ai trouvée ingénieuse. Il y a sur le MacBook Air, il y a le connecteur MagSafe pour l'alimentation. Il y a 2 ports USB-C Thunderbolt 4, qui sont des ports USB, des petits ports USB très rapides. Et sur le 13 pouces, il y a aussi une sortie pour un casque d'écoute ou un micro, le fameux jack audio.
que les Français appellent ça un jack, mais un jack, c'est un Oui, port. Il faudrait appeler ça un jack oui. audio, un port audio, mais bon, en tout cas, peu importe. Et sur le 15 pouces, comme il y a plus d'espace, je m'attendais à avoir un troisième port Thunderbolt pour dire, ben, parce que tu sais, souvent, on branche un moniteur externe, on branche Ben son oui, on téléphone pour veut le des charger, peu ports. importe, puis il reste plus de place, puis c'est un peu embêtant. On a gardé ça à deux ports Thunderbolt, à deux ports Hmm, USB, donc il n'y en a pas eu de plus. Mais ce qu'on m'a dit, c'est que dans la boîte, dans toutes les versions du MacBook Air 15 pouces qu'on vend, il y a le bloc d'alimentation à deux ports Thunderbolt plutôt qu'à un seul. Oh! Alors que dans le MacBook Air 13 pouces, il faut acheter la version plus haut de gamme qui coûte un petit peu plus cher pour avoir ce bloc OK. de recharge-là à deux ports USB. Ce qui fait qu'on peut charger son téléphone directement de l'alimentation plutôt que sur son ordinateur. Donc, on sauve un port USB. Je trouve ça correct. Je trouvais que c'est comme une façon d'éviter d'avoir rajouté une entrée ou une sortie sur l'ordinateur. Mais évidemment, pour certaines personnes, ce ne sera peut-être pas nécessaire. Mais en théorie, les ports Thunderbolt permettent de brancher un à la suite de l'autre une dizaine d'appareils. Là. On C'est appelle ça du ça. daisy chain en anglais. Oui. Donc, ceux qui ont des appareils comme un moniteur, souvent on branche un moniteur externe qui a lui-même un port USB-C et on peut, dans le port USB-C du moniteur, brancher un autre périphérique et tout ça communique à l'ordinateur. Donc, c'est un moindre mal. J'ai hâte de voir. La grosse nouveauté aussi, c'est que comme on a plus d'espace, on a installé un système de son à 6 haut-parleurs là-dedans, dans le MacBook Air, qui évidemment est conçu pour attirer les gens qui veulent. Beaucoup de gens, vous savez, on vend un appartement, premier appartement, peu importe, on veut pas nécessairement acheter une télé, mais on veut quand même avoir ses vidéos, ces choses-là. Bon, ben, Mhm. on va rechercher ces gens-là avec un ordinateur qui fait aussi cette petite cinéma maison personnel ou cinéma d'appartement, je sais pas comment le dire, qui pourrait probablement aussi attirer bien des gens pour un prix qui finalement combine tout ça. Là. Il y a bien des gens que ça va attirer, c'est certain. Ben Euh, oui, parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui aiment ça avoir un écran plus grand. Pour beaucoup de gens aussi qui veulent créer du contenu, encore une fois, les monteurs de vidéos, ceux qui nous, Alain, on s'entend, là, on écrit des textes la plupart du temps, on fait pas mhm. de montage vidéo avancé, on fait pas de montage audio avancé. 15 pouces, ça peut faire une différence pour du montage vidéo, pour regarder des vidéos, consommer des vidéos. Exact. Fait que, oui, je pense que ça va plaire beaucoup. Puis c'est quelques centaines de dollars de plus, tu as une meilleure autonomie. Je pense que bien des gens vont être tentés par le 15 pouces. Là, ça prend pas Exact. beaucoup de place de plus et de poids non plus dans son sac à dos. Non, Pourquoi pas? c'est 3,3 livres, donc c'est pas 2 kilos, là, c'est 1 kilo ou quelque chose, donc c'est pas très lourd. Et Tu voilà. parlais de montage vidéo. Évidemment, moi, ici, on le monte très légèrement avec iMovie. Là, je sais pas, on n'a pas besoin de gros logiciels, mais si vous êtes du genre à vouloir utiliser Final Cut Pro ou des applications comme ça, là, vous pouvez migrer vers un Mac Studio Oh qui, oui. quand le premier Mac Studio a été lancé l'année passée avec les puces M1 Max et M1 Ultra. Là, on vient avec Mhm. les puces M2 cette année, donc on améliore la puissance. Encore là, on parle d'un gain de puissance de 30 Le Mac Studio, c'est comme un gros bloc d'aluminium, là. C'est vraiment gros comme ça. Oui. J'aimerais Et avoir le ça Mac Mini. s'installe. C'est comme deux Mac Mini un par-dessus l'autre. C'est Exactement. comme. C'est une grosse bébite, extrêmement puissante, faite pour les gens qui font de l'édition vidéo, de la programmation très avancée, de la recherche, même en intelligence artificielle, en apprentissage machine, des choses comme ça. Quand j'ai écrit là-dessus l'année passée, je ne savais pas à qui je m'adressais, mais j'ai eu beaucoup de feedback de gens qui voulaient en acheter un pour avoir cette puissance-là, pour faire du calcul Oui. avancé. Les processeurs M2 beaucoup améliorés. Le M2 Max, c'est comme le M1 Max, mais en mieux. Le M2 Ultra, c'est la même chose. Mais Mhm. l'Ultra, comment on a créé la puce Ultra, que ce soit la M1 ou M2, c'est qu'on a collé deux Max ensemble. C'est vraiment deux Ça. processeurs fusionnés. Donc, on a deux fois la mémoire, deux fois la bande passante là, pour accéder à. C'est vraiment fou, c'est vraiment une machine. Je pense qu'on a jusqu'à 180 quelque chose gigaoctets de mémoire vive possible. Là. C'est vraiment. C'est énorme. À une certaine époque, 8 gigaoctets de RAM, on capotait. Là, on est rendu Ouais, à presque ouais. 200, donc c'est quand même pas rien. C'est ce qu'on nous montrait comme démo sur le Mac Studio Ultra. On pouvait éditer en direct. En fait, on pouvait gérer en direct 12 flux vidéo 8K côte à côte qui jouent en même temps. Et là, on peut ajouter des filtres, on peut ajouter des widgets pour programmer, pour faire des effets visuels, des choses comme ça sur 12 feeds 8K en même temps. Et on peut tout ça à l'écran ça prend un moniteur externe, mais aussi un deuxième moniteur référence qu'on met au mur, une télé, peu importe. Et c'est super naturel. Il n'y a aucune. C'est pas saccadé, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas la fameuse petite roulette multicolore des vieux Mac. On est vraiment à un niveau maintenant où il n'y a plus aucune attente. Tout est instantané, c'est vraiment fou. C'est vraiment une belle machine. Évidemment, il va falloir l'essayer dans un contexte concret. Mhm. Euh, je demandais à Apple qui est l'utilisateur type d'un Mac Studio et on disait ben, c'est des gens qui, évidemment, sont très avancés dans leur style d'utilisation. C'est des pros nécessairement. Peut-être des créateurs de contenu qui cherchent une machine efficace.
Mais pour bien des gens, un MacBook Pro moins cher, portable, va quand même faire le gros de la job. Donc, c'est à voir la différence à ce niveau-là. Mm. Et pour les gens qui veulent encore plus, Oh, il y oui. a encore plus. Il y a Oui. le Mac Pro en version M2 qui est un format tour, donc est très modulaire. C'est-à-dire que c'est drôle parce que j'ai pris une photo, puis quand on ouvre le Mac Pro, parce qu'on peut retirer l'espèce de boîtier pour voir l'intérieur, c'est vide. Il y a, je pense, 75% de l'espace est vide parce qu'on a mis 6 fentes PCIe de 4e génération là-dedans pour mettre la carte de son choix, carte d'expansion, comme une vieille tour informatique, en fait. C'est vraiment comme Oui, un tout à ordinateur fait. comme dans le temps. Quelque chose qui est flexible, quelque chose qui est polyvalent, quelque chose qui permet, comme tu dis, d'ajouter des cartes vidéo, d'ajouter des cartes de son, d'ajouter peu importe la Exact. carte que tu veux là-dessus. La Et, chose qu'il faut dire, c'est que moi, il faut que je dise le prix. Est-ce Ah qu'on ouais, dit le vas-y, prix? vas-y. Allons-y. Le Mac Pro, qui ressemble à une gigantesque râpe à fromage, c'est un peu le même design que le modèle précédent, coûte Exactement le 9 même 000 $ canadiens, mesdames et messieurs. Voilà. 9 000 $ canadiens, version base. Là. On peut le crinquer, on peut le monter un peu plus que ça si on veut, avec plus de stockage, plus de puissance et compagnie, mais c'est à partir de 9 000 $ canadiens. Là, on tombe dans le pro. Là. Oui, on tombe dans l'affaire que 2% des gens, et même pas, je pense, ont besoin d'acheter. L'exemple qu'on nous donnait, c'est un Mac Pro qu'on utilise pour en édition cinématographique. On avait le film Avatar 2 et on avait une séquence où on voulait rajouter une bande sonore. Et on avait la bande sonore originale enregistrée par le preneur, le créateur musical, le directeur musical du film, où on avait à peu près, je pense, 800 instruments séparés qui jouaient en même temps. Et là, on pouvait éditer tout ça. Et tout ça jouait en même temps à l'écran, avec 2 moniteurs, encore une fois, dont un moniteur référence que probablement le réalisateur voudrait regarder pour voir comment travaille son directeur musical. Et c'est super fluide. Et l'intérêt d'un Mac Pro dans ce contexte-là, parce que Mac Studio a à peu près la même mécanique, mais là, ce qu'on pouvait, c'est qu'avec les fentes d'expansion, on peut avoir une carte qui permet de brancher la centaine de micros nécessaires pour enregistrer un orchestre, parce que souvent, c'est de la musique de chambre qu'on utilise pour les films. Et c'était exactement l'exemple qu'on nous montrait. On avait, je pense qu'on avait une centaine de pistes qui avaient, dans la plupart des cas, au moins une quarantaine d'instruments différents. Et un exemple, c'était on avait une piste qui était une soixantaine de violons qui jouaient en même temps au rythme de l'action à l'écran. C'est quand même assez fou, mais c'est le genre d'application extrêmement pointue et nichée pour lesquelles cet appareil-là a été conçu. Donc, évidemment, on se gausse d'un Mac Pro à 9 000 $, mais il faut quand même réaliser que c'est vraiment pas tout le monde qui a besoin d'une machine comme celle-là. C'est ça, c'est fou, mais encore une fois, dans le monde professionnel, quand il y avait la revanche des nerds, pour ceux les nostalgiques qui se connaissent, l'émission était montée le jour et le rendering, le rendu du montage se faisait la nuit. Exact. Il y avait des employés qui devaient rester le soir dans la maison de production pour superviser le rendering parce que le montage se faisait avec des versions basse résolution des images, et ensuite, une fois que tout était correct, on appuyait sur le bouton, et le lendemain, on devait valider et faire des ajustements. Le fait que 99% de ça, maintenant, peut se faire en direct. Puis là, on parlait de HD, tout simplement. Là, on parlait de vidéo HD, on parlait pas de 8K, on parlait pas de 4K. Alors, aujourd'hui, probablement que ça pourrait se faire live. Quand on a terminé, on appuie sur le bouton, puis c'est déjà le rendu de la vidéo, le traitement des effets et tout est probablement déjà fait. On gagne énormément de temps et d'argent. Ça se rentabilise vite, ce genre de machine. Exactement, c'est comme ça qu'on l'explique, c'est qu'un Mac Pro remplace au moins 3 appareils séparés qui font la même job. Là. Donc, quand on calcule les montants, on se rend compte qu'au lieu de payer 20 000 $ en quincaillerie, on paye 9 000 10 000. C'est ça. Donc, pour les gens qui ont besoin de ce genre d'appareil-là, c'est effectivement une économie, ça permet d'aller plus loin. Pour les gens comme nous, c'est 80% trop puissant, là, c'est certain, mais c'est quand même impressionnant de voir comment ça a évolué, parce que c'était pas quelque chose qu'on imaginait il y a 5-6 ans, ce genre de performance-là. On riait même de la 4K à ce moment-là, on était comme, qui va avoir besoin de ça? Et là, on parle déjà de 8K comme si c'était tout à fait naturel. On se demande, qu'est-ce qu'il va y avoir après les 8K? Je ne sais pas, mais ça va être un moment donné où on va atteindre une certaine limite. Mais évidemment, on va verser, rendu là, probablement plus dans la stéréoscopie peut-être, les environnements virtuels, la réalité augmentée. Les environnements virtuels, ce qui est peut-être quelque chose qui va permettre de faire de l'informatique spatiale, Alain. Est-ce que c'est vers là que tu t'en vas? Bon point. On n'a pas parlé de métavers et on n'en parlera pas parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise ici. Non, on parle pas de métavers. On peut parler d'informatique spatiale. Après cette petite pause, j'ai encore besoin d'une dose de café. On va parler du casque Vision Pro d'Apple. Je l'ai essayé et je vais vous donner mes impressions. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget.
Et bienvenue à une tasse de tech, édition spéciale. On parle d'Apple. On fait ça de temps en temps. Ça vaut la peine. On a parlé de Google l'autre jour. On parle d'Apple maintenant. Évidemment, il y a une chose que tout le monde attendait depuis longtemps, c'est le fameux casque de réalité virtuelle. Il y avait quand même pas mal de rumeurs sur le nom, le format, le look, le style, le prix, ces affaires-là. Et là, on a vu pas mal toutes les réponses, je pense, qu'on cherchait. Mhm. Il y a un bémol, je le dis tout de suite, c'est qu'on ne sait pas s'il va être vendu au Canada. Il ne sera pas vendu au début au Canada, mais peut-être Oui. plus tard. Ma théorie, c'est qu'ils vont probablement le vendre au Canada au courant de l'année prochaine parce qu'on a été quelques médias canadiens invités à l'essayer et c'était seulement des médias américains qui l'essayaient. Les médias étrangers, je pense, ne l'ont pas essayé. Ouf, ça doit être décevant d'aller à la présentation d'Apple et ne pas pouvoir toucher à ça. Le casque a été dévoilé, il va être lancé en 2024 seulement. Oui, C'est début 2024, début probablement au printemps. 2024, Mhm. selon, donc ça peut être février, ça peut être mars, on ne sait pas trop. C'est le casque qui s'appelle Vision Pro. Assez cool comme nom, ça fait Vision Pro. Mais ce que ça, on j'aime disait, beaucoup, ça c'est que pouvait c'est être pro. Reality Mhm. OS, ça peut être le Reality ou la web. Ouais. On a trouvé un nom qui est pas, celui de la rumeur, qui est correct. C'est sûr que Vision Pro, ça sonne un peu comme un optométriste, là, mais on C'est peut imaginer ça. qu'il va y avoir le Vision tout court, un Vision A La éventuellement. clinique Vision Pro, mais c'est une nouvelle façon de voir le monde d'Apple avec l'informatique spatiale. On n'a pas parlé de métavers, là, on n'a pas parlé beaucoup, j'ai pas entendu le mot métavers, je pense qu'on l'a évité comme la peste, on parle d'informatique spatiale. Encore une fois, c'est Apple qui s'approprie ou qui trouve une façon différente de parler de la même affaire, mais avec son vocabulaire, fait que c'est comme quand on parle d'écran Retina, ça a toujours l'air mieux qu'un écran HD, même si c'est pas HD, même si c'est... Enfin, c'est très, très drôle. Et l'autre chose aussi qui est surprenant pour le casque, le prix canadien, 4700 $ environ avec le taux de change actuel. Ce n'est pas un casque en carton, mesdames et messieurs. On est Non, ce n'est loin, pas le loin, loin. cardboard de Oh non, Google, non. on est Effectivement, loin c'est un de casque ça. qui, pour le prix, c'est sûr qu'on pense au MetaQuest là, qui se vend 10 fois moins cher, en fait. Mais on peut comparer avec le HoloLens de Microsoft aussi. Et je pense que c'est plus pertinent de le comparer avec le HoloLens parce que, premièrement, c'est exactement le même prix. Le HoloLens, dans sa version de base, est 3500 US et dans sa version un petit peu plus équipée, 5200 $. Là, il y a un seul casque chez Apple, donc il n'y a pas de version plus chère, mais je pense qu'on vise aussi le même genre de clientèle, des gens plus en affaires, plus en mode travail, en mode productivité, alors que le Quest est vraiment un gadget de jeu. C'est vraiment comme ça que ça a été toujours C'est mis en ça. marché. Le Quest Pro était pensé pour un marché plus professionnel, mais on dirait que Facebook veut pas le vendre, on dirait que Meta veut pas le vendre. Ouais. J'aimerais en faire l'essai, j'en ai fait l'essai et puis j'ai trouvé ça, l'expérience était beaucoup plus agréable. Je me dis, si tu fais essayer ça aux gens, ils vont comprendre. En entreprise, dans les musées, et ainsi de suite, ça devrait être un Quest Pro qu'on utilise, mais on utilise encore des Quest tout court parce qu'on met pas de l'avant le Quest Pro qui offre, je crois sincèrement, une expérience beaucoup plus agréable. Exact. Et qu'est-ce qu'Apple offre avec le Vision Pro? Ce que je comprends, c'est que c'est une expérience extrêmement agréable. Au lieu de C'est une commencer coche par de des plus. appareils pas chers, ben oui. Ils sont très, très soucieux que ça fonctionne bien. C'est un peu étonnant parce que quand on le sait, d'abord, il faut faire un test de la vue parce qu'il faut que le Oui, casque s'ajuste à notre vision. Donc, c'est des gens qui ont des lunettes, les lentilles vont être ajustées conformément à la vision pour que ce soit optimal, parce qu'on ne peut pas mettre des lunettes sous le casque, mais si on enlève ses lunettes et qu'on est myope, ben, automatiquement, le casque va ajuster pour sa myopie. Donc ça, en partant, c'est quelque chose, parce que au moment de l'essai, nous, il a fallu passer chez l'optométriste, littéralement, qui a mesuré ces choses-là. Ils ont adapté le casque à notre vision et ensuite, on a l'expérience. Quand on enfile le casque, euh, évidemment, c'est un appareil très beau design, les matériaux sont de qualité. On l'a vu là, sur scène, c'est un casque qui a aussi un écran sur le devant où on peut afficher nos yeux ou une certaine bande lumineuse pour indiquer qu'on est en train d'utiliser un casque, donc on n'est pas concentré sur ce qui se passe autour de nous. Le casque comme tel, c'est un gros écran. En fait, c'est 2 écrans côte à côte, 4K, donc très haute résolution. Le fameux screen door effect, l'effet de moustiquaire qu'on remarque ailleurs, est complètement absent ici. Vraiment aucune... ce que les caméras captent autour de nous, ils projettent, c'est comme si on regardait à travers des lunettes en verre. Là. Il y a vraiment... La technologie est vraiment extrêmement transparente de ce côté-là. Le boîtier est en alu. Pour s'accoter les yeux, il y a une espèce de filtre, ou en tout cas, il y a un pad là, en mousse qui est magnétique. Donc, il se colle magnétique, mais on peut le décoller si on veut le nettoyer ou le changer ou peu importe. Donc, les gens qui achètent un casque, ils sont plusieurs à l'utiliser pour avoir juste un casque et chacun son petit kit de lentilles, parce que c'est là où se trouvent les lentilles, pour sa oui, c'est vision. ça. Chacun pourra avoir comme la vision optimale.
Et il y a une bande qui est un peu en tissu, une bande élastique qui s'ajoute en arrière. Il y a une petite roulette pour le serrer et il y a une bande sur le dessus pour le tenir bien comme il faut sur la tête. Il n'y a pas de batterie. La batterie est au bout d'un câble qui fait peut-être 1 mètre, qu'on met dans sa poche, qu'on met à côté de soi et qui permet d'enlever un peu de poids. Quand on installe le casque, il faut vraiment bien l'ajuster parce qu'évidemment, comme il n'y a rien en arrière, il est plus lourd vers l'avant. Et après un certain temps, on peut imaginer que ça devient agaçant parce qu'il y a un poids, il n'est pas léger, léger. Là. On ne l'oublie pas, l'Oculus, c'est plus léger que ça. Donc ça, je te dirais, physiquement, matériellement, c'est peut-être le principal défaut. Il est peut-être une petite affaire trop lourd. Et comme la batterie est à côté, bien évidemment, elles sont le meilleur. Il ne faut pas l'oublier parce que si on se lève parce qu'on est dans un environnement plus immersif, si on oublie la batterie, ben là, boing, elle va tomber. La batterie n'est pas très grosse, ça donne 2 heures d'autonomie. Ça, c'est peut-être une limite, mais évidemment, on peut aussi avoir une extension, le brancher dans le mur et l'utiliser toute la journée si on veut. Je ne suis pas sûr si c'est bon pour la santé de porter un casque plus qu'une couple d'heures à la fois. Il faudrait s'informer là-dessus, parce qu'il doit y avoir quelque chose au niveau de l'écran ou au niveau même de la perception. L'immersion est vraiment très bonne. Quand on l'a enlevé ensuite, puis je suis sorti de la pièce, la porte, c'est une grande porte très, 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 très large, très horizontale, et j'avais l'impression que j'étais encore... Il y avait comme une espèce d'effet de profondeur, comme si j'étais encore en réalité augmentée. Ça crée tu voyais la réalité en réalité augmentée. Ben, c'est comme si ton cerveau était un peu mêlé pendant une seconde. Donc, effectivement, il y a cet effet-là quand on l'enlève. Quand on l'enfile, donc la première fois, il y a un ajustement. Il faut regarder des petits points dans l'écran pour définir comment on regarde les objets, parce que nos yeux sont le pointeur. L'interface, comme il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas de manette. Pas de contrôleur, ça c'est très, très, très particulier. Il y a vraiment une nécessité de bien comprendre comment l'utilisateur s'en occupe, en fait, comment il fonctionne lui-même. C'est une combinaison des yeux et des doigts pour commander les choses. L'interface, c'est imaginer l'interface des applications d'un iPhone, mais qui flotte devant soi. Fait qu'on a les icônes positionnées devant soi. On voit derrière, selon le niveau de transparence qu'on veut, là, on voit ça, le fond de la pièce, ou on voit un fond noir ou le fond de son choix. Ça peut être un papier peint là, numérique de son choix. Et là, il y a les applications qui flottent. Et l'objet qu'on regarde, que ce soit une application, une icône, un bouton, peu importe, est comme mise en surbrillance, c'est comme highlighté, comme on dit en bon français. Et une fois qu'on regarde l'objet, on pince des doigts, du pouce et de l'index, et ça, c'est la commande de cliquer. Ça, c'est le clic. Okay. Et ça peut être devant soi, on peut être assis, puis le doigt peut être comme à droite, complètement loin hors champ, et la caméra, une des nombreuses caméras, parce qu'il y en a 12, va repérer le mouvement. Et c'est très précis, parce que quand on regarde, vous savez, sur une fenêtre, sur un Mac, il y a 3 petits boutons en haut à gauche. Dans les applications, souvent, il y a ça aussi, des petites commandes très, très rapprochées qui sont très petites. Et là, il y a encore ça dans cet environnement-là. Et il faut qu'on sache où tes yeux regardent très précisément pour ne pas se tromper de commande entre les 3 boutons. Oui, et je peux dire qu'à ce niveau-là, il n'y a eu aucune erreur dans mon essai. Tout était toujours bien paramétré. Wow. Tu donc, regardes le petit point que tu veux, puis en cliquant, ça marchait pour toi. Tu cliques avec le doigt. Tu peux cliquer et tenir, et là, tu peux faire du défilement. Par exemple, si on ouvre une page web, mais qu'on veut défiler, on pince et on lève ou on descend, peu importe. C'est assez convaincant, c'est assez naturel. Évidemment, il y a ce mouvement-là seulement. On imagine que les autres doigts, éventuellement, pourraient servir à d'autres choses parce qu'on a vraiment... Si on clique avec l'index, ça marche. Si on clique avec le majeur, ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment, on fait la distinction. Là. Donc, ça, c'est l'interface générale. On lance des applications, ça s'ouvre comme des fenêtres flottantes devant soi. Il y a des vidéos immersives. Il y a un peu de contenu immersif où c'est vraiment 180 degrés devant soi de vidéos ou d'affichage. Mais c'est pour l'instant assez limité parce qu'évidemment, l'objectif, c'est de créer plus de contenu pour qu'on ait une plateforme décente. Mais là, ce qu'on voyait, c'est des applications, ça peut être des applications de travail, ça peut être des applications de divertissement. C'est vraiment comme un gros bureau virtuel. On peut avoir plusieurs fenêtres côte à côte, très naturelles. On peut ajouter la dimension, la profondeur, la proximité, en fait, la distance à laquelle on se trouve de ces applications-là. On peut jumeler des accessoires Bluetooth, un clavier, une souris, un contrôleur. Donc, les gens qui veulent du jeu vidéo pourraient avoir un contrôleur de jeu vidéo, de PlayStation ou de Xbox, peu importe. Les gens qui veulent répondre à leur courriel, parce que la suite des outils d'un Mac ou d'un iPad, disons, se trouve déjà installés sur l'appareil, pourraient venir avec un clavier et une souris, ouvrir leur client de courriel, répondre à des courriels. Il y a la suite, je pense que la suite Office se trouve là, ou en tout cas, il y a des outils pour travailler vraiment dans cet environnement virtuel-là. Ça va être intéressant, ce serait intéressant de l'essayer plus longtemps, cette capacité de productivité-là, parce que c'est vraiment comme ça qu'on le présente, comme un outil vraiment pour remplacer le bureau à la maison, en grande partie, en plus de tout le reste. Sinon, il y a beaucoup de commandes vocales. J'imagine qu'on peut faire de la discussion pour répondre rapidement à des messages, mais cet environnement-là existe dans le casque. Donc, il y a vraiment cette capacité à remplacer un MacBook
qu'on utiliserait à la maison pour faire du texte, prendre ses courriels, aller sur des sites web, et ainsi de suite. Et ensuite, on entre dans la portion plus divertissement. C'est assez intéressant, cette combinaison de réalité augmentée et virtuelle. Il y a une petite couronne numérique, là, comme sur l'Apple Watch, la Crown, qu'on peut utiliser pour rouler, pour ajuster le niveau d'immersion. S'il y a des gens à proximité et qu'on est en mode pleinement immersif, les caméras vont les repérer, ils vont les faire surgir quand même dans l'image pour pas qu'on les cogne, pour qu'on sache qu'ils sont là, pour éviter les obstacles aussi, c'est pratique. Mais on peut aussi rendre plus transparent, où là, on voit vraiment ce qui est autour de nous, et là, seulement les fenêtres d'application sont affichées de façon augmentée, dans le fond, à ce qu'on voit. Évidemment, bon, des vidéos en 3D, tout ça, ça fonctionne très bien. On a présenté, entre autres, des prises de vue durant des matchs de soccer, des matchs de baseball, des matchs de basketball, de la NBA, de la MLS et tout ça, où on a l'impression que si Apple TV sur Vision Pro devient un truc vraiment là, immersif, il y a bien du monde qui va capoter parce que c'est vraiment le fun. Le soccer, je suis plus un fan de soccer, mais le soccer de la MLS, avec 3-4 caméras bien situées sur le terrain là, pour regarder un match comme ça, là, moi, je m'abonne. Honnêtement, c'est ce que je fais. Est-ce que j'ai bien compris où ils ont utilisé une technologie, un processus cinéma spécial Apple propriétaire pour filmer ils n'ont pas voulu nous dire 3D? c'est quoi la caméra qui a été utilisée. Elle a été développée à l'interne et on peut pas en ce moment s'en procurer une, donc ça va être à venir. On ne sait pas, c'est une caméra qui a peut-être au moins 2 objectifs, parce que c'est quand même du contenu stéréoscopique, là, d'une certaine façon. Oui. Ça va être à suivre. Les gens qui ont un casque peuvent créer leur propre vidéo. Ils appellent ça des vidéos spatiales, c'est Apple, vous savez. Donc, ils sont un petit peu en 3D, parce qu'on a deux petites caméras qu'on utilise aux extrémités du casque pour faire des vidéos. Et là, j'ai eu un petit malaise. On nous a présenté une vidéo d'une belle petite famille qui fête l'anniversaire d'une jeune fille qui souffle son gâteau, mais qu'on filme vers l'avant. Donc, on filme la scène. Donc, on imagine que c'est le papa, dans ce contexte-là, qui filme la famille en train de souffler le gâteau. Sauf que pour filmer ça, il faut avoir le casque sur la table. C'est ça. Donc là, il y a une cassure. Là. Moi, j'ai fait non, ça, si tu peux pas le faire avec ton iPhone ou un appareil que tu n'as pas au visage, j'ai moins aimé. J'imagine qu'éventuellement, on va pouvoir utiliser un appareil externe ou peut-être même le casque, déposer ça là, appuyer sur le bouton, puis ça se fait, alors qu'on peut nous-mêmes interagir. Parce que là, on se dit, et j'avais un YouTuber à côté de moi qui moi, ça va changer ma vie, mes souvenirs avec mes enfants. Puis, ouais, mais les YouTubers, il y a beaucoup de choses qui changent leur vie. Ouais, je comprends, mais il y a vivre le moment présent, puis avoir des souvenirs, puis des fois, on peut aussi avoir les deux en même temps, mais là, c'est comme, on néglige le moment présent pas mal trop pour générer un souvenir. Je trouve ça un peu embêtant à ce niveau-là. Et puis, imaginez le souvenir de l'enfant qui se rappelle de son père seulement avec un casque d'en face. Avec son casque, ben oui, la personne, le glaçon. Ça, j'ai moins aimé. Ça, j'ai trouvé, je pense qu'on l'a échappé là-dessus, chez Apple, où on a tendance à vouloir faire attention à ces détails-là d'habitude. Là, vraiment, on a raté l'occasion de faire, on a peut-être une autre façon de faire ça. En tout cas, peu importe. Tu te souviens quand Google a lancé ses lunettes beaucoup plus discrètes, les glaces de Google, puis quelqu'un qui se promenait avec ses lunettes qui filme autour de lui. Comment on les appelait, ces gens-là? Les glaçons, ben voilà. Donc, si on a des lunettes d'Apple qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus visibles pour filmer, mais tout de suite, là, je viens d'avoir un flash, c'est certain que si Apple travaille sur une technologie de cinéma, c'est certain qu'ils vont peut-être lancer à court terme un appareil pour filmer en 3D. Oui. Et là, ça pourrait être un autre marché extraordinaire. Exactement, on sait que... un appareil qui filme correctement en 3D pour que tu puisses regarder ça dans tes lunettes. Et là, boum, tu as un marché incroyable. Le format propriétaire en plus. Le PDG de Disney était sur scène, donc on imagine que les contenus Pixar, les contenus Disney, James Cameron avec Avatar et aussi a du contenu 3D. Tous les grands studios qui ont fait du contenu 3D vont certainement avoir du contenu à offrir là-dessus dès le jour 1, puisqu'Apple veut pousser ça très fort, il n'y a aucun doute. Il y a aussi à la fin une démo de contenu plus immersif, plus de réalité augmentée, où on nous présentait une fenêtre collée au mur, au fond de la pièce, où on voyait le monde préhistorique dans lequel se promenaient des dinosaures. Et là, un dinosaure a brisé le fameux 4e mur, vous savez, celui du spectateur, et est entré dans le salon. Donc, littéralement, il a débordé de l'image, il est venu nous voir. Et là, je me suis levé, je suis allé à sa rencontre. Un T-Rex, quand même pas rien, un tyrannosaure. Et là, je suis allé lui gratter le menton. Poup, 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 poup. Et cette interaction-là existe, est possible, mais elle est pas parfaite. C'est-à-dire qu'on sent encore qu'il y a besoin d'un petit peu de raffinement pour avoir vraiment une réalité augmentée interactive, vraiment interactive plutôt que juste dynamique. Quand on pense aux jeux vidéo en réalité virtuelle sur le Quest, la plupart des jeux, il faut tenir une arme, il faut avoir quelque chose dans la main, puis le contrôleur physique
incarne l'arme en question. Là, Là, tu on peux n'a pas de juste faire contrôleur. un fusil avec tes doigts, là, piou, piou, piou. Exact. Donc, je ne sais pas du côté du Vision Pro, de la partie jeu vidéo, comment elle va se développer, mais je pense qu'il va falloir trouver une autre façon d'interagir. Ça va être plus du tactile d'une autre façon, parce qu'il n'y a pas de contrôleur. Les jeux vidéo qui vont être disponibles de jour 1, c'est des jeux dans une fenêtre flottante quelque part dans son environnement auquel on va jouer probablement avec un contrôleur de jeux vidéo jumelé par Bluetooth. Donc, ça, c'est pas encore à point, à mon avis. En tout cas, les gens qui rêvent d'un vraiment super casque de jeu, l'expérience ne sera pas celle d'un Quest. Elle va être différente. Je ne sais pas si ça va être mieux ou moins bonne, mais elle va être différente, il n'y a aucun doute, parce qu'il n'y a pas de contrôleur, ça fait toute la différence du monde. Ouais. Mais peut-être qu'on va raffiner la gestion de la profondeur des contacts virtuels avec les doigts, je ne sais pas, ça va être à suivre. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'applications de santé aussi qu'on peut imaginer voir avec ça, de mise en forme, d'activité physique, toute la partie plus physique là, avec bouger, sauter, toucher des boîtes. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pouvait faire, encore une fois, avec la Quest. Je m'attendais à ce qu'Apple propose une expérience un peu différente. Regarder un film qui flotte dans son salon sur un gros écran virtuel, on pouvait le faire avec d'autres appareils. On pouvait le faire, entre autres, avec la Quest. Jouer, interagir avec des objets qui bougent pour la mise en forme. Ça aussi, on peut le faire avec la Quest. Fait qu'il montre évidemment qu'Apple, avec un appareil à 4 700 $, on s'entend, c'est une expérience qui va être beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable. Apple nivelle vers le haut au lieu d'offrir des trucs d'entrée de gamme, puis de démocratiser, au lieu de démocratiser la 3D en disant les gens vont l'acheter, ça va permettre de créer des casques de plus en plus coûteux. Apple commence directement avec un casque Pro, et s'il y a Pro, il va y avoir le pas Pro qui s'en vient. C'est certain que... Attendre, parce que la rumeur disait qu'il allait avoir 2 casques en 2 ans, 2024-2025 peut-être, ou peut-être fin 2024. Mais oui, il va y avoir une version plus abordable éventuellement. Le temps que, justement, des applications se créent pour cet environnement-là, chose qui explique pourquoi on le présente au WWDC en avant-première, c'est parce qu'on sait que les développeurs vont vouloir ajouter du contenu. Les applications présentes dans l'App Store d'un iPhone ou d'un iPad, dans la plupart des cas, vont être aussi présentes pour la Vision Pro dès le jour 1, donc déjà une centaine de milliers, si ce n'est pas des millions d'applications, vont pouvoir être utilisées dans des fenêtres flottantes devant soi, nécessairement. Ce qu'on espère, c'est que les développeurs vont ajouter une fonction immersive, une fonction interactive dans l'environnement virtuel du casque. Ça va être à suivre. Tout le monde qui a essayé le casque, tout le monde qui en parle, on arrive tous à la même conclusion. Super matériel, super hardware, plateforme écœurante. Bon, coûte un peu cher. Ce qui manque, c'est toujours la même chose, c'est le fameux killer app, c'est le déclencheur qui fait que les foules vont courir et s'en procurer un pour lancer cette plateforme-là. C'est la chose que Quest n'a peut-être pas encore réussi à faire du côté de Meta. C'est la chose qu'Apple espère qui va se faire en jouant la carte d'un casque Pro. On s'adresse à une clientèle qui a peut-être plus de sous, des gens en secteur en mode de travail, les cols blancs, plus des gens qui travaillent, donc des cadres, des choses comme ça, qui veulent pousser le télétravail. Et tous les développeurs qui vont peut-être pouvoir jouer avec et trouver une façon de rendre leur contenu plus interactif. Quand on a créé l'iPhone avec l'App Store, il y avait un besoin là, qui semblait évident au sein des gens qui étaient d'avoir l'informatique mobile, d'avoir la mobilité connectée. Le Mac, à l'époque, on le sait, on avait besoin d'une informatique. C'était littéralement une dactylo sur les stéroïdes. Là, on pouvait faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Beaucoup de gens se demandent, il est où le besoin concret, auquel répond ce casque-là, auquel répond cette technologie-là? Et la réponse n'est pas claire, si on l'a comme ça. C'est le fun de faire des appels FaceTime dans un casque. Cette interaction-là est le fun, mais c'est quelque chose qu'on peut déjà faire en bonne partie autrement. Donc, le point d'interrogation est encore un peu devant la technologie. Moi, j'y crois. Une bonne expérience de réalité virtuelle ou d'informatique spatiale, c'est vraiment chouette. Avec les rencontres à distance qui se multiplient, oui, ça marche avec un écran. Je te vois en ce moment très, très bien, de très bonne qualité. Tu es à distance, mais imagine que je te vois dans un casque qui flotte devant moi. L'interaction pourrait être très, très différente. Si en plus, ça détecte nos gestes, ça permet, toi, de voir comment j'interagis. Je pense que ça peut être un marché immense, mais il faut que pour ça, les gens aient une bonne expérience et que ça vaille la peine, que ce soit pas juste, OK, on se met le casque, on bidouille, ça prend du temps, je vais accrocher des choses autour de moi parce que je vois pas mes mains. Ça semble quelque chose qui est vraiment chouette. Puis, oublie pas qu'à 4 700 $, c'est le prix d'un MacBook et d'un iPhone et probablement d'un iPad en plus. Là. Donc, tu as toute cette puissance-là. Si tu n'as plus besoin d'écran,
Si tu n'as plus besoin de clavier, si tu n'as plus besoin de contrôleur, ou à la limite, tu as un clavier, tu as une souris, tu vois tes documents qui flottent devant toi sur un écran de la taille que tu veux, il semble que la qualité de l'image était suffisante pour qu'on puisse lire les pages web, qu'on puisse naviguer. Si tu travailles toute la journée devant un écran, ça pourrait peut-être changer la fatigue de l'écran, de voir son environnement, de rester en contact, mais de ne pas avoir tout un attirail devant soi. Tu t'installes avec ton bureau, tu enfiles tes lunettes, ton bureau est vide, il se meuble d'applications, d'extensions, de notifications. Ça pourrait faire une expérience très futuriste, là, tu sais, ce qu'on voit dans les films de Oui. science-fiction, sans avoir d'écran devant soi, de pouvoir être dans un avion, de pouvoir être dans n'importe quel endroit, dans un parc, travailler avec son clavier sur les genoux. Ça C'est va être vrai. assez Ça reste l'expérience solitaire, parce qu'on peut pas. Tu sais, dans ma tête, je me dis, bon, Exactement. pour ce prix-là, on remplace un ordinateur, un système de Oui, son, un cinéma maison. Tu sais, on remplace oui. plusieurs appareils dans la maison, mais on peut plus vraiment rien faire en groupe, sauf de façon Non, c'est ça, virtuelle. mais quand on y pense, la plupart du travail maintenant est individuel. La Exact. réflexion, ça se fait tout seul. Puis l'avantage d'avoir un casque comme ça, tu pourrais être en contact. Les rencontres virtuelles avec des gens avec des avatars, C'est vrai. la démo avec le Quest Pro, j'étais assez impressionné d'avoir la sensation d'avoir quelqu'un à côté de moi. On échangeait des documents, la personne était en face de moi, mais dans les lunettes, elle était à côté de moi. Avec le son spatialisé, j'entendais vraiment la personne à côté de moi. L'effet était bluffant. Ouais. J'ai adoré ça. Fait que j'imagine qu'avec les Vision Pro, ça va être encore plus intéressant comme Ah oui, expérience. c'est on en parlait et on l'enlève et on est un petit peu déçu parce qu'effectivement, l'environnement est extrêmement attrayant. Il y a un truc qu'on me disait parce que c'est le processeur M2 qui anime la patente et il y a un Mhm. coprocesseur qui s'appelle R1 qui est une nouvelle bébelle qui gère en fait les capteurs et tout ce qui est plus réalité augmentée virtuelle. Et comme on a une combinaison de processeurs qui sont quand même assez puissants, on a une latence de 12 millisecondes seulement. Mhm. 12 millisecondes, je pense que c'est imperceptible. Et ce que ça veut dire que quand on bouge, là, tout est géré de façon réaliste pour donner l'impression que l'environnement nous suit comme si on n'avait pas de casque. Et ce Oui. que ça permet, c'est que tous les gens qui ont cette nausée là, de réalité virtuelle, les gens qui portent un casque, puis après 15 minutes ont comme mal au cœur, on risque de ne pas subir ça dans un casque Vision Pro parce que justement, c'est très réactif et ça réagit plus vite que notre cerveau, en fait, sur ce genre de détails-là. Donc ça, c'est un détail assez intéressant. Et effectivement, ça devient une plateforme très séduisante pour de nombreuses applications qu'on peut remplacer, en fait, avec ce casque-là, à Oui. partir de là. Puis, nécessairement, chez Apple, on dit beaucoup, on veut rendre la technologie transparente et invisible, et on va progresser vers ça, sans doute, vers des casques un peu plus minces, un peu plus naturels, peut-être, à porter, Mhm. qui fait qu'on pourra bientôt avoir ça à la maison et ça va paraître tout à fait naturel, effectivement. Encore faut-il trouver un contexte pour l'utiliser où c'est moins gênant quand on est en groupe. Mais en termes de on dit informatique spatiale, hein, comme ça, c'est comme ça qu'Apple le présente, mais je pense qu'on pourrait aussi dire que c'est un peu de Oui. l'informatique solitaire parce qu'on le fait quand même en solo à la maison, même si ça nous permet de contacter des gens en virtuel après. Et ce qu'on se rend compte, c'est que pour que ça fonctionne, cet environnement de groupe, il faut que tout le monde ait un casque, idéalement. Oui. On peut faire des appels FaceTime avec quelqu'un qui a un appareil, un Mac ou un iPhone ou peu importe, mais c'est toujours mieux de le faire Ben oui. avec le même appail. Ça, Et là, c'est ça veut dire que si on veut faire plus un de FaceTime sous, avec les plus de enfants ventes. alors qu'on est à distance, il faut que tout le monde ait un casque, ça commence à coûter des sous. Nécessairement. Mais enfin, on a le temps d'en reparler parce que ça va être présenté, ça va être mis en marché l'année prochaine seulement. Et sans doute que, vous savez, Apple a tendance à faire un événement à l'automne pour présenter ses nouveaux iPhones et tout ça. Et on risque de voir là quelques applications qui ont été développées à partir de la présentation qu'on a vue cette semaine. Bien hâte. Ouf, ça Hey, fait le tour, merci ça, mon cher Alain. ami. Bon vol de retour, au plaisir de te Merci. voir, au plaisir que moi aussi je sois à l'étranger. J'ai bien hâte de sortir de ma bulle un peu. On va remercier nos partenaires, Plan Hub, TELUS et Jura, C23, le groupe Cogeco qui distribue et diffuse le podcast. Merci à eux. Claude Hébert à la mise en onde. Alain Mécallon, on peut te lire partout. On peut te lire partout dans Info Bref, dans Le Devoir. Pascal Forgette, on peut me lire dans Le Bel Âge. On peut me lire sur mon site. Oh! Oh oui, tout à fait. Pascalforgette.com aussi. N'hésitez pas à m'écrire, à nous contacter pour nous poser vos questions, vos réactions, vos commentaires. C'est toujours un plaisir Ouais, nous d'avoir votre écrire feedback. gentiment, poliment et positivement sur Twitter, ça serait le fun. Rendre la conversation plus agréable. Mais il y en a Ah, beaucoup, mais c'est toujours le fun. Donc, oui, écrivez-nous, suivez-nous, abonnez-vous à notre balado. Nous sommes sur les plateformes balado populaires. Vous pouvez écouter nos archives, on en a d'excellentes. Vous pouvez écouter cet épisode-ci aussi sur la plateforme de votre choix. Nous, entre-temps, moi, je vais revenir à la maison. On se prend un petit café et on se reparle la semaine mhm. prochaine, tout le monde, à une autre tasse de tech. Bye bye!